Entrez les enfants, comment allez-vous? Nous étions mercredi matin, et le docteur Holderty nous ouvrait en grand la porte de son cabinet. Nous nous sommes installés autour de la grande table ronde, et Cornelia a souri. Alors, Jules, comment va monsieur Johnson? Il commence à ne plus faire pipi partout, et il m'empêche toujours de dormir le matin. Les chats n'ont pas les mêmes horaires que les humains, et il se trouve que lorsqu'il y en a un dans une maison, c'est souvent lui qui commande. C'est ainsi. Je suppose toutefois que tu ne te plains pas. Jules a secoué la tête, et le docteur Holderty a continué. Je m'en doutais un peu. Bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler, et j'aimerais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup. Qu'en dites-vous? Super, a dit Jules, pendant que je hochais la tête. Cornelia a renversé sa tête en arrière comme pour regrouper ses souvenirs. Puis, elle a passé sa main sur ses yeux et nous a regardés à tour de rôle en plissant curieusement le nez. Elle a commencé à parler de sa voix mélodieuse presque envoûtante. Cette histoire, qui est une histoire vraie, s'est déroulée très loin d'ici, dans le nord de l'Amérique, dans une contrée qu'ils appellent les Barren Lands. Il y a peu d'hommes qui vivent là. La nature y est sauvage, et les hivers rigoureux, les dangers nombreux. C'est le pays des animaux libres. Parmi tous ces animaux, le plus beau, le plus fort est l'ours grizzly. Il n'y a rien qui lui fasse peur, rien qu'il craigne. Aucun animal n'ose l'affronter, pas même le loup quand il chasse en meute. Et pourtant, le grizzly est un seigneur paisible. Il chasse, bien sûr, et se montre alors redoutable, mais il adore aussi se nourrir de miel, de fruits, et passe beaucoup de temps à se baigner dans les torrents glacés. Cornelia s'est arrêtée quelques secondes. Jules l'a regardée, radieux, déjà totalement immergé dans la magie de son histoire. Elle a continué. Or, au moment où se déroule mon histoire, vivait Karn, le plus puissant grizzly qui ait jamais foulé le sol sauvage des Barrenlands. C'était un prodige de force et d'intelligence, seigneur incontesté, régnant sur un royaume grand comme plusieurs fois la France. Il était néanmoins, depuis de nombreuses années, un ours paisible et bienveillant. Il aurait pu faire régner la terreur sur le pays, mais il se contentait d'y vivre tranquillement, chassant les ours prétentieux, qui osaient lui disputer sa suprématie, d'un coup de sa puissante patte, au lieu de les mettre en pièces comme cela lui aurait été possible. En fait, Karn, s'il l'avait pu, aurait passé sa vie à deux choses: manger des framboises et s'occuper de son fils Titoum. Titoum était un petit grizzly, âgé de quelques années à peine, qui vouait à son père une véritable adoration que celui-ci lui rendait bien. Ah, ces deux-là formaient une belle paire d'ours, l'un puissant et sage, l'autre intelligent et malicieux. Karn était très fier de son petit Titoum, et il lui enseignait dans son langage d'ours tout ce qu'un grizzly doit connaître. Il le préparait à prendre un jour sa place à la tête des Barrenlands. Un jour, le grand Karn entraîna son fils haut dans les montagnes. C'était un jour d'été, sombre et nuageux, comme seuls savent l'être les jours d'été dans les Barrenslands. Ils grimpèrent à travers les hauts sapins jusqu'à ce que soudain l'orage éclate. C'était un orage monstrueux, terrifiant. Titoum, apeuré, se pressait contre son père, mais celui-ci riait, montrant le ciel. Regarde, Titoum, seul le ciel et les orages sont plus puissants que nous. À cet instant, un formidable éclair jaillit des nuages et vint frapper un immense sapin juste à côté des deux ours. L'arbre s'embrasa en une seconde et bascula sur le côté dans un déchirement épouvantable. Karn n'eut que le temps de projeter son fils au loin, et le sapin s'écrasa de toute sa masse. Un arbre seul ne pouvait rien contre le seigneur Grizzly, et celui-ci aurait réussi à s'en sortir si le sapin n'avait pas été en feu. Mais, coincé par les trop nombreuses branches, assailli par les flammes, Karn comprit qu'il allait mourir. Cela ne l'attrista pas. Il avait beaucoup vécu, vu et fait énormément de choses. Sa vie avait été bien remplie. Il était triste de devoir quitter son petit Titoum, mais il savait que celui-ci grandirait, et qu'il deviendrait un jour le seigneur des Barrenlands. Le petit ours avait toute sa vie devant lui. Il fallait juste qu'il ne la perde pas maintenant. Cours, Titoum, cours. Le grand grizzly avait utilisé sa plus grosse voix, celle qui portait au-delà des montagnes,
Mais le petit ours ne bougea pas. Il ne comprenait pas ce que voulait son papa. Voulait-il qu'il s'échappe, ou voulait-il qu'il aille chercher de l'aide? Titoum n'arrivait pas à se décider. Il n'arrivait plus à courir. Ses pattes étaient comme paralysées. Alors Karn, oubliant les flammes qui avaient commencé à le dévorer, utilisa sa voix de papa, celle qui perçait et qui rassurait. Cours, Titoum, cours. Et le petit ours comprit. Il comprit que son papa n'était pas malheureux, qu'il n'avait pas besoin d'aide et qu'il se faisait juste du souci pour lui. Et Titoum retrouva l'usage de ses jambes. Il se mit à courir. Il courut juste assez vite pour échapper à l'incendie, et quand il se retrouva en sécurité, il sut qu'il avait bien choisi et que son papa, où qu'il fût maintenant, était fier de lui. Le docteur Olderty s'est tu. Des frissons parcouraient mon dos dans tous les sens, et je me sentais toute bizarre à l'intérieur. Mais je regardais Jules. Mon frère était immobile, totalement immobile. Ses yeux, grands ouverts, ne sciaient pas. Il semblait complètement parti à l'intérieur de lui-même. Cornelia n'a pas fait un geste, et je me suis forcé à l'imiter. La situation a duré un siècle, ou peut-être 10 minutes. Puis, tout doucement, une larme est apparue au coin de l'œil gauche de Jules. Sa jumelle est apparue à droite, et ensemble, elles ont roulé sur les joues de mon frère. Il ne bougeait toujours pas, et rester immobile était pour moi une torture. Deux nouvelles larmes sont écloses, ouvrant en grand les écluses de son cœur. Jules a éclaté en sanglots. Il a croisé les bras sur la table et y a enfoui son visage. Le docteur Olderty m'a fait un petit signe et je me suis précipité. J'ai pris mon frère dans mes bras et il s'est pelotonné contre moi. Je l'ai bercé doucement en attendant que ses pleurs se tarissent. Tout va bien, mon Julot, tout va bien. Je l'ai enfin senti se calmer. Les larmes ont cessé de couler et sa respiration est devenue plus régulière. Nous étions totalement ouverts l'un à l'autre. Le lien qui nous avait toujours unis était là, plus fort que jamais. J'étais la grande sœur, celle qui console sans juger, celle qui aime. J'étais aussi mon frère, ce petit garçon effrayé qui se débattait avec le souvenir d'une nuit d'été. Je suis là, debout devant la voiture qui brûle. Les flammes montent tout droit vers les étoiles. J'entends papa me dire de courir. Sa voix résonne dans ma tête. Mais cette fois, je comprends ce qu'il veut dire. Il a peur pour moi. Il veut simplement que je me mette en sécurité. Je n'ai rien fait de mal. Doucement, Jules s'est rasséréné. Son chagrin, allégé du poids de la culpabilité, est enfin devenu supportable. Et j'ai vu une porte s'ouvrir sur un avenir que le malheur avait verrouillé. Il a recommencé à espérer. Puis doucement, sans violence ni difficulté, il a reconquis son corps. Ses jambes ont été pardonnées, et elles ont fait de nouveau partie de lui. Quelque part, très loin et très près, j'ai senti un papa immensément fier de son fils.